Bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Alors on est parti, on va se lancer dans la construction de votre Game Boy Zero. Avant de démarrer la première étape, on va faire un petit point rapide sur du matériel spécifique dont vous allez avoir besoin impérativement pour pouvoir la réaliser. Je parle en plus des tournevis, perceuses ou autres. En premier lieu, vous allez avoir besoin d'un fer à souder avec de l'étain afin de pouvoir relier tous les composants entre eux. On va également avoir besoin d'un multimètre ou à minima d'un voltmètre. Pour pouvoir couper et dénuder nos différents câbles, on va avoir besoin d'une pince à dénuder, je vous conseille d'en prendre une automatique. Et enfin une Dremel équipée au minimum de plusieurs disques à tronçonner qui vont vous permettre de découper la console, et également de ce qu'on appelle des meules à rectifier, donc qui vont vous permettre de faire un travail de ponçage pour avoir une meilleure finition sur les différentes coupes qu'on va effectuer. La première problématique de ce projet concerne la fermeture de la console et d'essayer d'utiliser le système qui était présent à la base, c'est-à-dire 6 vis qui sont répartis de haut en bas. Donc là on se trouve sur la coque partie avant à l'intérieur de la console, vous voyez les pas de vis qu'on aimerait pouvoir conserver. Alors j'ai eu beau retourner le problème dans tous les sens, j'ai pas réussi à conserver les 4 vis supérieures puisque tout simplement elles sont à l'emplacement du futur écran 3,5 pouces qu'on va y intégrer. Par contre, avec une certaine découpe de la console, je suis parvenu à pouvoir garder les 2 vis inférieures en système de fixation original. La première étape va consister à faire de la place à l'intérieur de la console afin de pouvoir y intégrer tous les composants qu'on a à y mettre. Dans un premier temps, il va vous falloir retirer toutes les parties en métal qui servent à maintenir les piles originales. Ça se fait assez facilement à l'aide d'une simple pince, vous tirez dessus et ça vient tout seul. Là on se trouve sur la coque partie arrière extérieure. Pour pouvoir conserver les 2 pas de vis inférieures qui vont nous permettre de refermer la console, il va falloir qu'on fasse cette découpe précise. C'est-à-dire que toutes les parties en rouge vont devoir être évidées et être retirées de la console à l'aide de la Dremel. Donc vous voyez qu'on ne conserve vraiment que les pas de vis reliés par le bas de la console à la matière plastique qui est déjà présente. Et on va également conserver une bande rectangulaire sur le bas de la console, je vous expliquerai pourquoi juste après. On se retrouve maintenant sur la partie arrière de la console, mais cette fois-ci à l'intérieur. Ici, vous allez devoir retirer la plaque en métal supérieure en retirant les 4 petites vis qui la maintiennent. Petit rappel de la position des pas de vis inférieures qu'il ne faut surtout pas toucher et qui se trouve à cet endroit-là. Il va falloir maintenant retirer l'excédent de plastique qui se trouve à cet endroit. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va faire un emplacement idéal pour notre chargeur de batterie micro USB. En le positionnant à cet endroit-là, il va se retrouver pile en face de la prise jack originale de la console, donc c'est-à-dire déjà devant un trou, qu'on aura juste à agrandir de quelques millimètres pour que le micro port USB puisse passer. Voilà à quoi va devoir ressembler votre découpe de la console de ce point de vue-là de la coque. Vous voyez l'intérêt d'avoir conservé le petit rectangle de plastique inférieur qui sert de support naturel à notre chargeur micro USB. Voilà ce que ça donne en photo sur ma propre réalisation. Donc ici vous avez un point de vue intérieur de la coque et ici un point de vue extérieur où vous voyez bien la zone de plastique à conserver. On bascule maintenant sur la coque supérieure de la console, point de vue intérieur. Ici pas grand chose à faire, c'est là qu'on va positionner les différents boutons. Il n'y a qu'un seul pas de vis qu'il va falloir retirer, c'est celui-là, tout simplement parce qu'il se trouve sur le futur emplacement du bouton Y. Concernant l'ajout des 2 boutons supplémentaires, c'est à l'avant que ça se passe. Sachez que les diamètres des trous originaux font 11 mm. Je vous conseille d'utiliser un fourré de 10 mm pour pouvoir faire les trous X et Y. Comme ça vous laissera 1 mm de marge et de jeu pour pouvoir poncer, rectifier les trous s'ils sont mal faits. Il va falloir bien entendu les positionner de manière parallèle et à équidistance des boutons B et A. Pour ce faire, vous avez la possibilité de télécharger des patrons sur internet. Moi j'en avais pas à disposition, donc système D, j'ai utilisé une feuille de papier sulfurisé qu'on trouve normalement dans n'importe quelle cuisine, et j'ai relevé tout simplement la position des boutons depuis le circuit imprimé, que j'ai reporté sur la console. Donc ça marche très bien, je vous conseille juste de faire ça avec une feuille de papier calque qui sera plus transparente et qui vous permettra d'être plus précis dans vos mesures. Ma propre découpe des boutons a été plus que chaotique, tout simplement parce que j'ai utilisé un fourré à bois. Je pensais que l'extrémité pointue du fourré me permettrait de positionner plus facilement le centre des boutons X et Y, mais le plastique de la console a très mal réagi à la découpe. Heureusement, il restait les 1 mm de jeu dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce qui m'a permis de poncer l'intérieur de mes trous et de rattraper mon erreur. Au final, le résultat, je trouve, est plutôt satisfaisant. Concernant l'écran maintenant, je vous conseille fortement de matérialiser une bordure tout autour d'à peu près 2 mm, ce qui va vous permettre en fait de créer un support à la future protection écran.
Il va falloir avec la Dremel retirer toute cette partie-là de plastique pour pouvoir profiter de l'intégralité de l'écran 3,5 pouces qu'on va positionner. Un petit coup d'œil en image du résultat après un premier coup de Dremel et après ponçage. Donc c'est pas grave si votre bordure n'est pas très régulière, elle sera dissimulée derrière la protection écran. Pour conclure, en ce qui concerne la découpe de la coque, il va falloir qu'on agrandisse le trou qui se trouve dans le coin supérieur gauche, de manière à ce qu'il puisse pouvoir accueillir un port USB femelle. Comme ça, à terme, on pourra brancher sur notre Game Boy Zero une clé Wi-Fi, une clé Bluetooth, ou plus généralement n'importe quel périphérique qui peut se connecter en USB de notre choix. Maintenant que les découpes sont terminées, on va s'intéresser au système d'alimentation de notre Game Boy Zero. Voici un schéma très synthétique du fonctionnement. La batterie, donc la batterie de téléphone portable, sera reliée au chargeur micro USB, ce qui permettra de la recharger. Le chargeur micro USB sera lui-même relié à l'interrupteur on-off, ce qui nous permettra d'ouvrir ou de fermer notre circuit électrique et donc de mettre en tension ou hors tension notre Game Boy. Cet interrupteur sera relié au booster de volt qui nous permettra de faire varier la tension initiale de 3,8 volts de notre batterie à une tension qui sera suffisamment élevée pour faire fonctionner à la fois le Raspberry et à la fois l'écran de notre Game Boy Zero en même temps. Ça c'était pour la théorie, on va voir en pratique comment on fait tout ça. On va partir de notre batterie de téléphone portable, donc qu'importe la marque et qu'importe le modèle, elles sont toutes faites de la même façon, c'est-à-dire qu'elles ont leurs pôles positifs et négatifs qui sont clairement indiqués sur le dessus avec un plus et un moins. On va y souder nos deux premiers câbles pour permettre l'alimentation de notre Game Boy. Petite précision, l'adhérence de l'étain est très difficile sur ce genre de surface, donc je vous conseille de gratter légèrement avec un objet pointu, ce qui vous permettra de souder plus facilement. On voit tout ça en détail, vous prenez un câble noir, vous le soudez sur le pôle négatif de votre batterie et vous faites pareil avec un câble rouge sur le pôle positif. Ensuite, votre câble noir qui vient de votre batterie, vous le soudez tout simplement sur le bat- de votre chargeur micro USB. Vous prenez le câble rouge qui vient du pôle positif de votre batterie et vous le soudez sur le bat+ de ce même chargeur. Vous prenez un second câble noir que vous soudez sur le bat- et vous prenez un autre câble rouge que vous soudez également sur le bat+. Ces deux nouveaux câbles vont être reliés à l'interrupteur qui est muni de 3 broches. Le câble noir, vous le soudez sur une des broches extérieures de l'interrupteur. Vous prenez le câble rouge et vous le soudez sur la broche extérieure opposée. Vous prenez un nouveau câble noir que vous soudez sur la broche centrale de l'interrupteur. Et vous prenez enfin un autre fil rouge que vous soudez au même endroit que le premier fil rouge. Quand vous actionnerez l'interrupteur, vous ouvrirez et vous fermerez notre circuit électrique. Vous devez maintenant relier notre nouveau câble noir sur le Vin- du booster de volt. Et vous faites pareil avec le nouveau câble rouge que vous soudez sur le Vin+ du booster de volt. Pour conclure, vous prenez un dernier câble noir que vous soudez sur le Vout- et vous prenez un dernier câble rouge que vous soudez sur le Vout+. On verra ensemble leur raccordement sur le Raspberry Pi un peu plus tard. Arrivé à ce stade de la construction, je vous conseille de faire un test afin de vérifier que tout fonctionne parfaitement. Vous prenez votre batterie, vous vérifiez que vos deux soudures tiennent bien. Vous pouvez ajouter comme moi si vous souhaitez un morceau de scotch isolant pour éviter que les câbles ne bougent. Vous vérifiez que votre câble rouge est bien relié au plus du chargeur et que votre câble noir est bien relié au moins. Deux autres câbles qui partent du même endroit sont raccordés cette fois à l'interrupteur au niveau des broches extérieures et ensuite ils sont raccordés au niveau du plus et du moins du booster de volt. Pour vérifier que tout fonctionne, on va devoir utiliser notre multimètre. Alors pour celles et ceux qui n'ont jamais utilisé ce genre d'appareil, c'est assez simple. Vous positionnez le curseur sur la partie courant continu, c'est un symbole donc d'un trait continu avec des traits pointillés en dessous. Vous mettez le curseur sur 20. Vous prenez ensuite vos deux sondes, donc une rouge pour le pôle positif et une noire pour le pôle négatif. Et on va les positionner par exemple à la sortie du booster de volt sur le plus et le moins. Donc là vous pouvez voir que le multimètre affiche 0, c'est tout à fait normal parce que notre interrupteur doit être en position ouverte. Donc on va le mettre en position fermée pour fermer notre circuit électrique. On va reprendre notre tension à la sortie du booster de volt au même endroit. Et comme vous pouvez voir, la tension à la sortie
elle se stabilise à 6,52 volts. Donc on est un petit peu au-dessus de ce dont on a besoin. On va voir la tension à l'entrée, 4,19, donc c'est la tension qui est délivrée par notre batterie à la base. Donc vous pouvez voir que le booster fonctionne puisque de 4,19 on est passé à 6,52. Pour pouvoir modifier la tension de sortie du booster, il suffit tout simplement de tourner la molette qui se trouve sur le côté dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire baisser la tension. On va vérifier, on était à 6,52 tout à l'heure, on va reprendre la mesure. Voilà, donc on est maintenant à 6,40, le booster de volt fonctionne. Il nous reste à trouver la tension parfaite pour pouvoir alimenter et le Raspberry Pi et l'écran en même temps. Voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai si toutefois j'ai la réponse. Sinon, je compte sur mes différents abonnés pour apporter la réponse eux-mêmes. En attendant, je vous dis à bientôt.